Mon mari est décédé. Ma fille a hérité de la maison et de 6 millions de dollars. Les mots du notaire ont sonné comme un verdict dans une salle trop froide pour ce qui venait d'être prononcé. J'avais l'impression d'être spectatrice d'une pièce à laquelle je n'étais pas invitée. On m'avait placée au bord d'un plateau, sous une lumière crue, et l'on m'observait pour voir comment j'allais me débrouiller avec ce qu'il restait. Une vieille cabane que personne ne voulait, un lopin de terrain que Robert appelait « mon dernier défi ». Amanda regardait le papier avec des yeux vides, ou peut-être plein d'une fierté que je ne lui reconnaissais pas. L'avocat Morrison parlait d'un ton mesuré, professionnel, comme on commente la météo. Je me souviens du craquement de ma chaise lorsque je me suis levée. Ma voix ne tremblait pas au début, elle était plutôt sourde, comme assourdie par la surprise. Puis la colère est montée, comme une vague. Pas contre la mort de Robert, je l'aimais encore malgré tout, mais contre cette décision, contre la façon dont tout avait été disposé, comme si ma vie n'était plus qu'une formalité à classer dans un dossier. Amanda a souri, un de ces sourires qui ne touchent pas les yeux. « C'était convenable », a-t-elle dit. « Papa était prudent, maman, et il a pensé à l'avenir. » Ces mots étaient censés être de consolation, mais ils sonnaient comme un couperet. La pièce s'est vidée d'air et d'affection en même temps. Les cousins, la sœur Linda, quelques visages que je connaissais de vue seulement, tous se sont rapidement rangés du côté de la nouveauté brillante. Une somme ronde, des projets, la maison qui se confondait désormais avec le nom d'Amanda. L'avocat a poursuivi, en lisant les dernières clauses avec une précision presque cruelle. « Joyce, il y a une mention relative à une propriété secondaire, une cabane, et quelques biens personnels qui ont été légués à votre nom. Robert a souhaité que vous la receviez telle qu'elle. Telle qu'elle, comme si c'était une sentence plaquée au bas d'une feuille, comme si une main invisible avait choisi de me réduire à un soupir et à quelques murs de planches. Je ne crie pas encore. J'ai juste quitté la pièce en rassemblant mes clés, mon sac, ce petit portefeuille que Robert avait toujours appelé « notre sécurité ». La vie continue, m'étais-je dit, en répétant ce mantra comme on se protège d'un froid soudain. Mais la vie a un sens quand on a du foyer. Quand on est poussé dehors, la vie s'effiloche. Avant que je n'aie quitté la maison, Amanda m'a dit, d'un ton que je n'oublierai jamais, « Tu peux aller t'installer dans la cabane, tu y seras mieux. » Le tu de sa phrase était glacial. Elle n'était pas drôle, ni cruelle pour la cruauté, elle était simplement décidée. Comme si Robert, dans sa sagesse finale ou dans ses jeux d'esprit, avait voulu tester quelque chose. Qui résisterait, qui flancherait, qui saurait transformer du bois en demeure. Je suis rentrée dans la maison pour récupérer quelques affaires. Les murs de Robert gardaient encore l'odeur de son parfum, la poussière de ses projets, la tresse de son insomnie. Chaque objet que je prenais était un morceau de mémoire. Je me suis arrêtée devant son bureau, où il y avait encore une tasse à moitié pleine, un crayon tailladé, des croquis éparpillés d'angles et de portiques. J'ai touché ces feuilles comme si elles étaient une carte menant vers lui. Et, sans savoir pourquoi, j'ai glissé dans ma poche une petite enveloppe où il avait griffonné quelque chose pour moi 1 an plus tôt. Une note sur la façon dont il aimait que je plie ses chemises. Une stupidité tendre que je garderai toujours. Dans la rue, les voisins regardaient. L'un d'eux, M. Henderson, m'a fait un signe timide, le genre de signe qui veut dire tout et n'importe quoi. Linda a posé sa main sur mon épaule avec plus de tristesse que d'aide. Amanda m'a empêché de prendre la voiture familiale. Elle a dit qu'elle en avait besoin pour des démarches. Et au milieu de cette agitation, il y avait ce silence trop grand, ce vide pratique où se décide la vie des gens. Qui habite ici, qui part, qui garde quoi. La cabane n'était pas une métaphore, c'était du bois et des planches mal jointes. Elle était située derrière une haie que Robert avait toujours négligée, à l'abri des regards, mais pas assez pour oublier le monde. La porte s'est refermée sur moi avec un bruit sec qui ressemblait à la fin d'un chapitre. À l'intérieur, il y avait de la poussière, des toiles d'araignée, une odeur d'humidité et une vieille cuisinière. Pas d'eau courante, pas d'électricité conforme, un seul qui protestait à chaque pas. Mais il y avait une fenêtre qui laissait passer la lumière d'un été tardif. Et d'une étagère basse, une couverture que j'ai dépliée comme on déplie un bout d'espoir. Les premiers jours ont été un apprentissage rude. On ne se couche pas tout de suite dans une cabane en pain d'épices. On apprend d'abord à composer avec le froid qui s'insinue, avec la bougie qui fond trop vite ou pas assez selon les nuits. Je me suis levée tôt pour aller chercher de l'eau au puits d'un voisin. On échangeait 2 sacs de pommes de terre contre quelques seaux. J'ai raccommodé des vêtements, réparé une fenêtre avec un morceau de bois et du vieux tissu, allumé un feu avec l'hésitation de qui a oublié la danse du feu. Mes mains, qui avaient connu le confort d'un foyer chauffé, se sont impatientes à ramer sur des outils qui me semblaient étrangers.
La rumeur a réussi à être plus violente que la réalité. Je recevais des appels. Ce que jadis je ne manquais jamais. Certains raccrochaient sans mots. D'autres me posaient des questions comme si l'on interrogeait un phénomène. Pourquoi Amanda? Que s'est-il passé? Les réponses me fatiguaient. Il fallait expliquer l'inexplicable avec des mots qui n'étaient pas à la hauteur. Même la sœur Linda semblait se tenir à distance. Elle craignait, je suppose, de prendre parti. Les gens aiment les certitudes, et la version d'Amanda a été simple. Elle avait été celle qui avait pris soin du père, elle avait été pratique, elle méritait. Les nuances, la complexité d'un amour partagé, tout cela se perdait. J'ai vécu des humiliations en silence, sans tétition publique. Un oncle m'a dit, en serrant la main d'Amanda, « C'est la loi du monde », comme s'il me donnait une leçon que j'aurais dû apprendre avant. Une cousine m'a demandé si j'allais tout vendre pour m'en sortir. Mais vendre quoi quand on n'a pas d'objet de valeur à la portée d'une annonce? La cabane, à ce stade, c'était à peine un refuge, un abri. Mais je sentais quelque chose d'autre sous la colère et la honte, une sorte d'affût, une petite détermination. Robert avait aimé les choses avec une obstination tranquille. Peut-être qu'à force de le regarder, j'avais hérité d'un peu de sa ténacité. Les nuits étaient les pires. Je m'enroulais dans la couverture usée et j'écoutais le vent jouer avec les bardeaux du toit. Je me réveillais souvent, le cœur battant, la sensation d'un bras manquant à côté de moi. Parfois, je croyais entendre la voix de Robert me suggérer une solution absurde et charmante. Il y a toujours une manière, Joyce. Cherche. Ces murmures n'étaient pas des stratégies, juste la mémoire d'un homme qui avait aimé réfléchir en construisant. C'est sans doute ce souvenir-là qui m'a empêché de succomber à l'amertume pure. Les semaines ont passé. Je me suis levée à l'aube pour aller au marché, troquer, arranger, réparer. J'ai pris un petit travail ici et là. On ne m'embauchait pas pour le diplôme ni pour mon passé, mais pour mes bras, ma ponctualité, ma capacité à finir des tâches. Il y a eu des jours de honte, quand je traversais la ville et que des regards semblaient dire « c'était elle ». J'ai appris à m'habiller avec dignité, même si les vêtements étaient simples. La dignité, je l'ai cultivée comme on prend soin d'un jardin. On arrache les mauvaises herbes du découragement, on arrose les petites victoires. Et pourtant, au milieu de tout cela, j'ai commencé à remarquer des choses étranges, de petites incongruités que l'on ne voit pas si l'on est pressé par la douleur. Un geste d'Amanda trop précis, un document dont le coin dépassait d'un tiroir, des visites impromptues d'hommes au visage professionnel à la maison familiale, offres, évaluations, conversations murmurées dont je n'entendais que des bouts. Offre d'achat, évaluation, des mots qui tombent comme des petites pierres, jamais assez grosses pour faire un trou, mais assez pour qu'on remarque la fragilité du sol. J'ai tenté d'en parler à ma sœur, à Linda, mais qui croire quand la vérité est enfermée dans des papiers et dans la confiance d'hommes qui parlent en chiffres? On m'a conseillé d'engager un avocat. Ce sera cher, m'a-t-on prévenu. Ce sera long. Mais la vérité, pour être défendue, a besoin de garde-fous. J'ai donc économisé, vendu quelques bijoux, qui n'étaient pas des trésors mais des souvenirs, et j'ai rencontré Peterson, un homme aux cheveux poivre et sel, avec une manière douce de poser les questions. Il n'a pas fait de promesses. Il a dit « On va regarder, on va vérifier ce que vous pensez ». La simplicité de cela m'a réconfortée. Je me suis rendue quelques fois à la maison familiale, pas pour revendiquer, mais pour écouter. Les murs racontaient. J'ai fouillé sans effraction. J'ai ouvert des tiroirs que je savais fermer, mais avec la permission presque consentie des objets. C'est là, derrière une vieille armoire qu'il avait bricolée comme pour préserver un secret, que j'ai trouvé une petite boîte en métal. Elle était cachée sous un plateau, protégée par un chiffon huilé et l'odeur douce d'un bois ancien. À l'intérieur, une clé. Pas une clé ordinaire. Elle avait une forme un peu étrange, plus large à sa base, comme si elle était destinée à ouvrir quelque chose de particulier. Une serrure ancienne, une petite cache peut-être. Elle n'était pas marquée, mais elle portait des traces d'usage, comme si quelqu'un l'avait tenue souvent dans la main. Je l'ai serrée. Le poids de cette clé m'a raconté une histoire sans parole. Elle avait été laissée là intentionnellement, ou par oubli. Qui a peur d'une clé? J'ai passé ce morceau de métal entre mes doigts, comme on tourne un médaillon, comme on lit une carte. Une impulsion m'a poussé à la ranger dans ma poche. Cacher une clé dans sa poche, c'est garder un espoir contre soi. Je me demandais si ce n'était qu'un reste de bricolage, une clé pour un vieil coffre, un cadenas extérieur, ou si c'était autre chose, une porte vers un secret plus lourd que des mots. La cabane avait des fondations qui craquaient, un sous-sol pauvrement aménagé et une trappe que je n'avais jamais regardée de près. C'était là, devant cette trappe, que je me suis tenue plus longtemps que nécessaire.
Le cœur comme un battement sourd, je pensais à Robert et à ses habitudes. Il aimait jouer avec des plans, laisser des indices comme des jeux d'enfants. Il avait un sens de l'humour qui parfois frôlait l'insolence. Et si la clé avait été pensée pour moi? Et si c'était une dernière énigme? Je me suis assise, la clé entre les mains, et j'ai relu encore une fois la lettre que j'avais apportée du bureau de Robert. Pas le testament, non. Une petite note personnelle, où il faisait parfois des remarques sur le jardin ou sur un dîner qu'il avait raté. Rien de précieux. Pourtant, dans le creux de ces mots, il y avait une familiarité qui me donnait le courage de continuer. Il ne m'avait jamais humilié de son vivant. Jamais. Son silence avait été plein d'attention. Comment expliquer alors que ces dernières dispositions me plaçaient là, à la marge? À partir de ce jour, j'ai pris l'habitude d'aller au sous-sol de la cabane, dès que le ciel n'était pas trop menaçant. J'apportais une lampe, un petit tournevis, des gants. Les planches en bas soufflaient et soupiraient. L'air y était plus froid. J'ai gratifié la trappe d'un geste hésitant et je me suis accroupie, la clé dans la paume, son relief contre ma peau. Je me suis dit que si la serrure était rouillée, je trouverais une huile, une patience, un outil. La patience, c'était quelque chose que j'avais appris sur le tard en aimant Robert. La première fois que j'ai tenté d'insérer la clé, elle a résisté. Il y avait de la rouille. J'ai frotté avec le bord de mes ongles. J'ai soufflé dessus, comme si la poussière était ce qui empêchait la confiance de renaître. Puis elle est entrée. Un clic léger, un son minuscule, presque honteux, mais suffisant pour que mon cœur s'affonne. La trappe s'est ouverte sur l'obscurité, sur un petit compartiment où quelqu'un avait rangé soigneusement des papiers enrubannés, des notes, des factures anciennes. Rien d'explosif au premier regard. Mais une enveloppe, posée au-dessus, attirait la lumière de ma lampe comme une cible. Mon nom était écrit dessus, avec l'écriture penchée de Robert. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. J'ai senti une précaution enfantine. Est-ce qu'on ouvre une lettre quand on espère? Est-ce qu'on la garde intacte comme une relique? L'enveloppe avec une autre chose, un cachet, peut-être utile pour retenir un secret. Peut-être une manière pour Robert de dire « ce n'est pas encore le moment ». Je ne suis pas allée plus loin ce soir-là. Je me suis contentée de remettre la trappe en place, de laisser la clé dans ma poche comme un talisman. Les jours qui ont suivi, la clé a pesé différemment. Parfois je l'oubliais. D'autres fois elle m'appelait. Comme si son métal savait comment me pousser vers une vérité préparée. Amanda continuait sa vie publique. Des sorties, des décisions, des achats que la ville voyait comme des preuves d'un avenir assuré. J'entendais parler de ces achats par des conversations volées au marché. Un véhicule plus grand, une rénovation au salon. Des faits qui n'étaient pas répréhensibles, juste pressants. Elle vivait, ou semblait vivre, sans se demander pourquoi le monde entier ne la regardait pas avec suspicion. Peut-être que c'était ainsi que le monde fonctionnait. Il récompensait ceux qui savaient frapper à la bonne porte. Moi, pendant ce temps, j'apprenais à lire la vie à partir de petites choses. Les taches de rouille, la façon dont un rayon de soleil passait par une fissure. Un zip qui cesse de jouer. Je commençais à assembler un plan simple. Vérifier, rassembler des preuves, ne pas précipiter. Peterson, l'avocat, m'avait conseillé de rester discrète. Parfois, m'avait-il dit, la révélation ne vient pas du bruit mais de l'imperméable patient d'une vérification. Cela sonnait comme une sagesse de coutume, et pourtant l'idée m'a plu. Je n'ai pas dit un mot à Amanda de la clé. Pourquoi? Parce que je n'étais pas prête à devenir la femme qui brandit des accusations sans fondement. Et puis, peut-être plus honnêtement, parce que je voulais comprendre. Je voulais savoir si Robert avait laissé quelque chose pour protéger ma dignité, d'une manière que moi, dans mon chagrin, je n'avais pas perçue. Peut-être était-ce un test, certes, mais non pas pour humilier, plutôt pour mesurer si le temps m'ôterait la colère ou m'apporterait la clairvoyance. J'ai commencé à guetter des indices, comme on guette l'arrivée d'un train. On écoute d'abord, puis on voit. Et c'est ainsi, la clé au creux de ma main, que j'ai repris la route, chaque pas me rapprochant d'un mystère que je n'étais pas encore prête à déchiffrer. Les gens autour de moi continuaient à jouer leur rôle, certains gentils, certains indifférents, d'autres curieusement avides. Mais moi, à chaque fois que je sentais le froid me revenir, je pensais à cette clé et à la lettre qui portait mon nom. Une promesse peut-être, une invitation ou un piège. Je ne savais pas encore qu'en fouillant un peu plus, en tirant sur un fil que je croyais inoffensif, je mettrais en marche des événements qui ne seraient plus seulement des réajustements matériels. J'allais réveiller des loyautés, titiller des faiblesses, forcer des regards à se détourner.
et je n'avais pas encore conscience que tout ce que je croyais être un exil pourrait devenir le point de départ d'une justice patiente, d'une reconstruction. Mais la première étape, la plus humble et la plus dangereuse, était déjà faite. J'avais trouvé une clé, et avec elle, l'intuition que rien n'était aussi simple qu'il y paraissait. Le soir où j'ai décidé de ne plus attendre, de ne plus simplement écouter, je suis allée à la maison avec une lampe, la clé, Peterson en tête, et la conviction qu'un secret qui dort finit toujours par réveiller quelqu'un. J'ai longé la haie, j'ai poussé la porte, et j'ai senti dans ma poitrine ce mélange familier d'angoisse et d'espoir. La trappe m'attendait, basse, modestement plantée au milieu du sol qui craquait. J'ai glissé la clé dans la serrure, plus résolue que timide. Elle a tourné avec un petit bruit qui ressemblait à un soupir. Le couvercle a relevé une odeur d'encre et de vieux papier. Au fond, sous des factures jaunies et des catalogues, une enveloppe plus sérieuse avait été déposée avec soin. Mon nom, écrit de la main que je connaissais par cœur. Je n'ai pas encore ouvert l'enveloppe. Je n'ai pas encore lu la première ligne. Quelque chose au creux de moi savait qu'il valait mieux être préparé, que ce n'était pas seulement une question de mots, mais d'avenir. Alors je me suis levée, la lettre serrée contre la poitrine, et je suis sortie dans la nuit. Le vent me mordait le visage, mais je n'ai pas senti la douleur. J'ai pensé à Robert, à sa façon de sourire quand il avait un plan, et à Amanda, qui, quelque part, vivait déjà comme s'il n'y avait pas de compte à rendre. Ce que j'allais découvrir allait changer la mesure de cette douleur, mais je ne le savais pas encore. J'ai simplement marché, la clé dans la poche, la lettre cachée près du cœur, et la certitude fragile que la vérité n'était jamais totalement silencieuse. La lettre brûlait presque contre ma poitrine quand je suis rentrée chez la cabane, comme si le papier portait en lui la chaleur d'un secret trop longtemps gardé. J'ai allumé la lampe, me suis posée à la table bancale, et sans hâte, j'ai brisé l'enveloppe. Il y avait quelques phrases écrites de la main de Robert, familières dans leur inclinaison, sèches parfois, affectueuses quand il s'autorisait l'ironie. « Joyce, commençait-il, si tu lis ceci, c'est que nous ne sommes plus côte à côte. Je sais que tu penses que je t'ai oublié dans mes dernières volontés. Ce n'est pas le cas. J'ai voulu que la vérité soit découverte par celui ou celle qui serait cherchée sans crier victoire. La cabane t'appartient parce que tu m'as donné la paix que je n'ai jamais su garder pour moi-même. Sous le plancher, entre les lattes, il y a des papiers que j'ai mis de côté. Lis-les seulement quand tu te sentiras prête. Si tu trouves une clé, prends-la. Elle n'est pas là pour ouvrir un coffre de trésors, mais peut-être pour ouvrir des portes que tu ignorais. R. Je n'ai pas lu plus. Les mots continuaient, expliquant des noms d'avocats, des références techniques que je ne comprenais pas totalement. Il y avait aussi une phrase qui m'a serré la gorge. Ne te laisse pas affoler par les voix qui parlent fort. Agis en silence. Robert, même après, me demandait de patience. Avant que j'aie le temps de m'enfoncer davantage dans ce que je pressentais, je me suis souvenu que j'avais promis quelque chose aux personnes qui me suivent ici. Dites-moi de quelle ville vous me regardez. J'ai pris une photo simple avec mon vieux téléphone, j'ai levé la main vers la fenêtre où la lumière se plissait, et j'ai pensé à vous tous, différents visages, différentes villes, partageant ce même instant. Mais alors que mes doigts tremblaient à peine, j'ai tout rangé et j'ai appelé Peterson. « Vous l'avez lu ?» demanda-t-il après le salut d'usage, sans impatience. Sa façon de parler protégeait la prudence comme on met une écharpe contre le froid. « Juste au début, répondis-je. Il dit des choses que je pressens. Il y a des papiers, une clé, peut-être des droits. » Il y eut une petite pause, puis il dit « Très bien, on vient demain. Ne touchez à rien d'autre, et surtout, ne parlez à personne. » Ce mot « personne » pesait lourd. J'avais envie de sauter sur le téléphone et d'appeler Linda, de pleurer dans l'écoute d'une voix connue. Au lieu de cela, je me suis faite silence, j'ai rangé la lettre au fond d'un tiroir, et je me suis préparée à ce que la vérité exige. Vérifier. Le lendemain matin, Peterson est arrivé comme prévu, avec un carnet, des lunettes au bord de son nez et une assurance mesurée. Il n'était pas du genre à promettre monts et merveilles, il était du genre à compter. Nous sommes descendus au sous-sol. J'ai tiré la trappe et sorti la petite boîte où j'avais trouvé la clé. Peterson l'a tenue en équilibre entre ses doigts. « Ce n'est peut-être rien, a-t-il dit, mais ça peut être quelque chose, et il est prudent de vérifier. Avez-vous entendu parler de droits miniers, Joyce? Ce sont des droits sur ce qui se trouve sous terre, pas forcément sur la surface. Ils peuvent être vendus, loués, exploités. Ils ne sont pas une promesse de fortune, ni un mirage. Ce sont des contrats à évaluer. » Je l'avais entendu, oui, par bribes, au marché, quand des hommes parlaient de cartes et de permis. Je savais aussi qu'un petit mot mal interprété pouvait faire basculer une vie.
Nous avons ouvert l'enveloppe que Robert avait glissée et il y avait des plans, des cartes griffonnées, des numéros de parcelles, une référence à 200 acres. Il y avait aussi une lettre formelle d'un cabinet que je ne connaissais pas, parlant de droits de prospection et de réserves potentielles. J'ai senti mes doigts devenir pâteux. Peterson a pris des photos, a noté des choses et m'a regardé avec une franchise confortable. Il faut des experts, Joyce. On ne vend pas un terrain sur un soupçon. On ne signe pas sur un cri. Si vous voulez que votre nom soit propre, il nous faudra des réponses. C'est ainsi que Dr Martin Reeves est entré dans notre histoire. Il n'était pas du village, il venait de la région voisine, et on le connaissait pour ses études sur les gemmes. Il avait un regard qui examinait l'air comme s'il cherchait des minéraux dans le temps. Quand il posa ses mains sur les papiers, ce n'était pas la curiosité d'un curieux, c'était le calme de qui a vu des pierres changer des destins. « Je veux voir la localisation, dit-il. Les cartes sont un indice. Des droits miniers peuvent couvrir une surface sans nécessairement avoir de mine active. Et puis, il faut voir la géologie, la composition. Ces documents montrent une zone plausible pour certains minéraux. Améthyste, tourmaline, ce ne sont pas des promesses, mais c'est un espoir sérieux. Nous avons signé un contrat de vérification, pas une embauche fastueuse, mais un accord prudent. Reeves a demandé 1 semaine pour examiner les cartes, consulter des relevés et, si nécessaire, se rendre sur place pour un prélèvement. Pendant ces jours d'attente, j'ai continué ma petite ronde quotidienne. Un travail ici, une réclamation là, la cabane qui demandait un morceau de bois, une fenêtre, un peu de patience. Mais la ville racontait des choses. J'entendais des noms d'acheteurs potentiels. J'apprenais, à travers des murmures, que des entreprises avaient déjà posé des questions. Une première offre m'attendit, de l'ordre de 7 millions. C'était un chiffre qui tombait comme une pierre qu'on ne savait pas où jeter, trop grand pour être vrai dans mes mains tremblantes, trop petit pour éclipser le doute. J'essayais de me tenir loin des conversations publiques. Peterson répétait « discrétion ». Le rapport de Reeves est arrivé un matin où la pluie faisait des doigts sur la fenêtre. Il avait apporté des échantillons, des photos et une habileté à expliquer sans promesse. Il y a bien, sous cette parcelle, des formations qui correspondent à la présence d'améthyste et de tourmaline, dit-il. Taille et qualité, cela dépendra d'un forage plus profond. Valeur potentielle, on peut obtenir des évaluations larges. Les offres dont vous entendez parler peuvent être du réel, mais il faut garder la tête froide. Il parlait d'options, d'encadrement, de sécuriser les droits. Il évoquait aussi la possibilité de négocier des offres en plusieurs étapes, de vendre des parts ou de réaliser des accords qui permettraient une exploitation prudente plutôt qu'un vente à l'emporte-pièce. Sa prudence était rassurante. Je me mis à penser en étapes. Vérifier, contester si besoin, sécuriser avec des contrats. Pas de triomphatif. Les premiers appels officiels sont arrivés ainsi. Une entreprise locale, Poly, proposa 7 millions pour acquérir une option d'exploitation. C'est un mot qui me restait en bouche comme un goût métallique, option. Il voulait la possibilité, pas la certitude. Puis, une société régionale offrit 12 millions pour un accord plus large, conditionné à des tests supplémentaires. Enfin, après plusieurs semaines de confidence et d'enchères, une grande maison de courtage posa 15 millions sur la table pour un transfert de droits plus complet, sous réserve de vérification. Chaque offre venait avec des clauses, des délais, des garanties, des avenants, des choses que Peterson lisait en plissant les yeux avant de me les expliquer. Chaque offre, disait-il, est une porte que l'on peut ouvrir à moitié. Vendre pour 15 millions peut sembler tentant, mais il faut savoir ce que vous perdez. Le contrôle, une partie de la valeur future, votre mot à dire. Et il y a des impôts, des frais, des conseils à verser. On peut organiser une vente en plusieurs temps, ou accepter un prêt garanti par une partie des proies. Cela nous donne plus de marge. Pendant que l'on pesait les chiffres et que Reeves apportait des certitudes timides, Amanda continuait sa vie comme si tout cela était un décor dont elle aurait le dernier mot. Elle faisait des voyages, changeait de voiture et investissait à sa façon, des rénovations, des vêtements, des fêtes. La ville la regardait avec ce mélange d'admiration et d'envie qui couvre souvent la honte d'un proche. Je me retrouvais parfois à l'observer de loin, à noter des choses qui m'épuisaient. Des cheveux faits, des verres qui s'entrechoquaient, des achats affichés comme des médailles. Ce n'était pas tant sa consommation qui me pesait que la vitesse avec laquelle elle la menait. L'argent liquide a un bruit, et celui d'Amanda sonnait vite, impatient. J'ai appris aussi que les offres n'étaient pas des certitudes. La première entreprise retirait parfois une proposition si la météo des affaires tournait. Les grandeurs négociées pouvaient s'éroder par des délais. La précipitation est l'amie des acheteurs futés. Peterson et moi avons choisi la lenteur, comme une arme douce. Nous avons structuré une réponse. Obtenir d'abord un diagnostic complet, valider avec Reeves, puis mettre aux enchères contrôlées les droits. Entre-temps, nous avons demandé aux intéressés des dépôts importants pour garantir la sincérité de leur intérêt. C'était un moyen d'éloigner les curieux.
C'est au moment où la rumeur d'un accord à 15 millions prenait de l'ampleur que j'ai compris à quel point le plan de Robert avait été conçu pour mettre à l'épreuve des choses plus intimes que l'argent. Si les offres étaient réelles, il était probable qu'il ait su qu'il y avait quelque chose sous terre et qu'il avait choisi de laisser la décision entre des mains humaines, celles qui sauraient comment agir. Pourquoi ? Peut-être pour me protéger, peut-être pour me forcer à apprendre la patience, peut-être pour me pousser hors de l'ombre de ma propre douleur. Ces raisons, je ne les connaîtrai jamais complètement. Mais je savais une chose, j'allais agir avec une volonté claire. La décision n'a pas été de tout vendre. Nous avons accepté une option solide auprès d'un groupe responsable pour un montant qui me permettait de respirer. Pas tout, une part suffisante pour assurer l'avenir proche. Je ne voulais pas d'un grand coup qui me laisserait vulnérable aux erreurs. La stratégie de Peterson consistait à sécuriser, non à capitaliser en un seul geste. Nous avons négocié un dépôt conséquent, des échéances et des étapes de vérification. Les 15 millions dont on parlait sont restés une étiquette, une possibilité, mais pas une réalité immédiate. Le marché, comme le grand vent, se joue des certitudes. Amanda, pressée par l'envie et par des conseillers qui voyaient en elle un portefeuille mobile, a considéré ces mouvements comme une perte de temps. Elle criait parfois, dans des appels que je surprenais, que c'était ridicule de vendre par étapes. Elle n'aimait pas la lenteur. Le mot « patience » lui semblait une faiblesse. On m'a présentée parfois comme une femme qui refusait le don du ciel. J'ai appris à répondre par la discrétion et à me ménager des moments de fierté silencieuse. Puis, un jour, Amanda a appelé. Sa voix était cassée, comme si elle avait pris des années en peu de mois. « Maman, je ne sais pas quoi faire, » dit-elle. « J'ai fait des erreurs. Il y a des dettes que je n'ai pas prévues. Je t'en supplie. » J'ai écouté. C'était une supplique sans phare, une main qui cherchait une prise. La tentation de la protéger m'a serré le cœur. Et puis le visage de Robert m'est apparu, inévitablement. Sa voix me demande en silence, sa main me guidant vers la prudence. J'ai répondu calmement. « Viens. On en parlera en personne. » Quand elle est arrivée, c'était une autre Amanda. Ses épaules portaient un poids que je n'avais pas l'habitude de voir. Elle s'excusa maladroitement, sans retenir des mots comme une personne qui a perdu l'habitude de la vérité simple. J'ai vu ses mains trembler. On aurait pu, à ce moment, prêter au chagrin les attributs d'un repentir complet. Mais la vie n'est pas une scène où tout s'éclaire d'un coup. Elle avait besoin d'aide, oui. Elle avait aussi besoin d'un cadre. Nous avons parlé longuement. Je lui ai expliqué, en évitant la leçon et en préférant la clarté, que l'argent n'efface pas les erreurs, mais qu'il peut aider à régler certaines conséquences. J'ai dit que je comprenais la douleur qu'elle traversait, que je n'étais pas insensible. Mais j'ai posé des conditions. Je n'ai pas voulu d'un plaidoyer émotionnel qui ferait de moi la boussole perdue. J'ai voulu un engagement concret. « Je peux t'aider, ai-je dit, mais pas comme avant, pas sans responsabilité. Tu devras accepter un prêt. Il y aura des modalités précises. Tu travailleras chaque samedi avec moi ou pour un organisme que nous choisirons ensemble. Tu rédigeras une lettre publique d'excuses que tu liras devant la famille et tu suivras un accompagnement financier. Si tu acceptes cela, je t'aiderai. Sinon, je ne peux pas. » Amanda a baissé la tête. Il y eut un silence qui semblait contenir trop de choses. « Tu choisis l'orgueil » a-t-elle murmuré. « Tu veux me punir ?»« Non, » ai-je répondu, doucement. « Je choisis la restauration. Il y a une différence. La punition humilie. La restauration exige travail. Si tu veux que je t'aide à me retrouver, tu dois te tenir prête à faire ce que la confiance exige. » Elle a accepté, mais non sans réticence. L'idée de travailler chaque samedi, d'ouvrir un dossier public et de demander pardon devant la famille lui paraissait une épreuve publique. Pourtant, dans cette acceptation, il y avait une étincelle, l'envie réelle de réparer. J'ai senti quelque chose de fragile naître, une possibilité. Nous avons rédigé les termes avec Peterson. Le prêt était proportionné aux besoins et assorti d'un échéancier réaliste. Il n'était pas une punition financière supplémentaire, mais un instrument de reprise. Les samedis, nous avons convenu qu'elle viendrait aider à des projets communautaires que je supervisais, puis à travailler avec moi sur la maison que je reconstruisais, non pas pour m'avilir, mais pour nous retrouver. La première fois qu'elle est venue, nous avons repeint une palissade ensemble. Ce sont de petites choses, peut-être insignifiantes pour un observateur, mais elles ont une voix propre. Parler sans mots, laisser les gestes corriger le cœur. Elle avait des maladresses, des excuses trop rapides, des sourires qui cherchaient des approbations. Je lui ai appris à manier le pinceau. Elle riait parfois, maladroite, en se rappelant de notre maison d'avant, quand les rires étaient faciles. Parfois elle pleurait. Au fil des semaines, des voisins ont remarqué nos samedis.
Certains ont souri, d'autres ont regardé avec une distance prudente. Nous n'avons pas fait de mise en scène. Néanmoins, les jours où Amanda venait, je la sentais plus humble, plus attentive. Elle commençait à comprendre qu'un pardon public n'était pas une humiliation, mais une responsabilité acceptée. La réunion familiale que nous avons organisée n'était pas une mise en accusation. Peterson avait recommandé la présence d'un médiateur, l'avocat Morrison a accepté de venir en tant que témoin neutre, et j'ai invité Linda et quelques membres de la famille choisis pour leur impartialité. J'ai aussi invité Reeves, non pas pour faire du bruit, mais pour donner un témoignage discret sur les effets économiques des décisions que nous avons prises. Nous voulions une atmosphère où la vérité serait confrontée sans haine. Ce jour-là, Amanda a pris la parole. Sa voix tremblait, mais elle a lu sa lettre. Ce n'était pas une lettre longue, ni un mea culpa théâtral, c'était une confession simple, des mots qui reconnaissaient les erreurs, des détails sur comment elle avait agi, sur l'avidité qui avait guidé ses gestes, et les conséquences qu'elle n'avait pas mesurées. Elle a demandé pardon non seulement à moi, mais à la famille et à ceux qu'elle avait blessés. Quand elle a fini, il y eut des larmes, des silences, des respirations. Certains ont applaudi doucement, d'autres ont pleuré en se relevant. C'était pour la première fois depuis longtemps une vérité qui n'était pas instrumentalisée. La réparation n'a pas été immédiate. Amanda a remboursé un premier montant, a travaillé les samedis et a commencé un accompagnement professionnel. Elle a trouvé un emploi, petit au début, qui lui donnait une structure. Peu à peu, sa vie s'est recalibrée. Elle n'est pas devenue un ange, elle a fait des erreurs encore, et parfois on tombait. Mais elle revenait, fidèle à son engagement. La lettre qu'elle avait lue a été pour beaucoup un marqueur, la reconnaissance publique d'une responsabilité. Quant à moi, j'ai acheté une maison. Ce n'était pas une demeure ostentatoire, mais une maison où je pouvais marcher sans que chaque planche me rappelle les souvenirs douloureux. J'ai pris une petite propriété, lumineuse, avec une cuisine qui me donnait envie de faire des gâteaux. Le produit de la transaction structurée nous a permis, à moi et aux miens, de respirer. J'ai mis en place des protections, une réserve pour les imprévus, un petit fonds pour la communauté. Je n'ai pas tout gardé. J'ai choisi la sobriété et l'intelligence. Peterson a aidé à établir un instrument légal qui garantissait que la part restante serait gérée prudemment, non pour en faire un trésor figé, mais pour en tirer la stabilité. Reeves cessa d'être seulement le géologue et devint un ami discret. Il m'envoyait parfois de petits messages pour me dire que la vie peut contenir des pierres qui brillent et qu'il faut savoir les laisser éclairer sans se laisser aveugler. Amanda a recommencé à s'impliquer dans le travail local, à donner de son temps. Elle n'aurait pas pu effacer ses fautes, mais elle les a transformées en un apprentissage public. La famille, peu à peu, a recousu les lambeaux d'une histoire où la vérité et la patience avaient joué leur rôle. La grande leçon pour moi ne fut pas l'argent, c'était la confiance retrouvée et la dignité restaurée. J'ai vu des voisins m'adresser des sourires qui n'avaient rien d'envieux. J'ai vu Linda revenir, moins craintive. J'ai vu Amanda apprendre à se relever sans remplacer la vérité par le bruit. Toutes ces choses avaient en commun quelque chose de commun et de simple, le temps. Il y a une image qui me revient souvent. Robert assis à sa table, des plans éparpillés, un crayon taillé. Il savait construire. Il savait aussi, il semblerait, semer des énigmes qui obligeraient les vivants à faire des choix. Peut-être voulais-je au fond vérifier si j'étais capable d'être celle qui prenait la relève, non pas en brandissant un titre, mais en forgeant une conduite. La clé que j'avais trouvée n'était pas seulement matérielle, elle l'était aussi de caractère. Je ne me réjouis pas de la chute d'Amanda. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit brisée pour qu'on m'élève. Ma joie est celle d'une tempête qui finit par laisser entrevoir un ciel plus clair. Elle a payé, elle a travaillé, et elle a demandé pardon. Ses actes lui ont rendu quelque chose qui n'était pas argent, la liberté de se regarder dans le miroir. Il y eut des moments de tension, des offres imprévues, des pressions, des conseils différents, mais nous avons agi avec une patience méthodique. La justice fut discrète, presque domestique. Il n'y eut pas de grandes révélations publiques qui éclaboussèrent la ville, pas de mise en scène qui cherchait à humilier. La victoire fut dans les détails. Un contrat bien signé, un test géologique précis, un prêt consenti sous conditions humaines. C'est là que réside la vraie sagesse, transformer une épreuve en outil de réparation plutôt qu'en arme de vengeance. Dans les nuits calmes, je repense parfois aux premières heures dans la cabane, le froid, l'humiliation, la peur. Je revois ma main serrant la clé, et je me dis que si Robert avait voulu me prouver quelque chose, il y a réussi. Il a suscité en moi une patience active, une capacité à transformer le dénuement en une série de gestes sensés. J'ai appris à dire non quand il le fallait,
et à ouvrir la main quand cela pouvait restaurer. J'ai appris à garder ma dignité et en faire une offrande plus qu'une forteresse. Aujourd'hui, quand je passe de... Les repas sont moins solitaires. Les voisins viennent, non pas pour voir un spectacle, mais pour partager un moment. Amanda travaille encore sur elle-même. Elle n'a pas tout réparé, et peut-être ne le fera-t-elle jamais entièrement. Mais elle a choisi une route plus honnête. Le dernier mot de Robert, celui qui m'accompagnait depuis la trappe jusqu'à ma maison, disait ceci. La décision de tout prendre ou de partager est plus morale qu'économique. Je l'ai gardé comme un fil qui me rappelle que la sagesse n'est pas dans l'accumulation, mais dans la manière dont on gère ce que l'on reçoit. J'écris cela pour vous dire deux choses simples. D'abord, l'argent, même beaucoup d'argent, n'est pas une guérison automatique. Il peut aider, oui, mais il ne remplace pas la conduite choisie. Ensuite, la patience est une force. Robert avait semé un test. Il n'a pas dit qu'il me donnerait la réponse écrite. Il m'a simplement donné la possibilité d'apprendre à répondre. J'ai choisi la dignité, la prudence et la compassion. J'ai appris à donner une seconde chance, mais en demandant que la réparation soit réelle. Ce récit n'est pas une leçon de finance. C'est l'histoire d'une femme qui a été blessée, qui a cherché la vérité, qui a utilisé la sagesse pour transformer une humiliation en reconstruction. Si vous vous trouvez aujourd'hui dans une situation où la trahison et l'affliction semblent avoir tout pris, souvenez-vous que la patience réfléchie et la recherche de conseils compétents peuvent redessiner une trajectoire. Cherchez des pierres solides, un avocat honnête, un expert fiable et des témoins qui ne sont pas là pour applaudir, mais pour attester. Je termine en vous remerciant. Merci à ceux qui ont tendu une main discrète, à ceux qui ont cru à la possibilité de réparation. Si cette histoire vous parle, laissez un commentaire, dites d'où vous me regardez et partagez ce que la patience vous a appris. Parfois, nos histoires se répondent et se tiennent chaud. J'aimerais lire vos voix. Que la paix qui a guidé mes pas depuis la cabane trouve une petite place pour vous. Merci d'avoir écouté. Amen.